beaucoup de questionnements dans cette question d'actualité, je vais commencer par un point d'accord. Sur notre démarche TZNR, avec vous pour vos droits, la sémantique a effectivement toute son importance et la communication aussi. Car comment rejoindre ceux qui sont invisibles, ceux qui ont perdu confiance dans les institutions, ceux qui n'osent pas pousser nos portes par honte de s'entendre dire qu'ils sont assistés ou soupçonnés de fraude. Vous le savez, nous avons fait le choix de répondre à l'appel à projet national avec ATD Carmonde. Ce n'est pas un choix anodin, c'est un choix politique fort de co-construction avec les personnes concernées. Et cette co-construction nous a mis face à un constat. Le nom TZNR ne parle pas aux personnes concernées. Ce sont elles qui ont voulu ce changement, l'absence des logos institutionnels sur les flyers et sur les affiches. Ce sont donc des personnes vivant la pauvreté, nos professionnels et nos partenaires, ensemble, qui ont choisi un nom qui soit positif, qui parle et une communication qui contribue à réparer le lien entre les administrés et les administrations. Car ce sont celles et ceux pour qui ce lien est rompu qui sont dans le non-recours. Elles ont choisi un nom qui marque clairement que l'accès aux droits est l'affaire de tous, citoyens, administrations, associations, élus, professionnels. C'est sur cette base et avec ce nom que l'essaimage a été adopté par notre Assemblée à l'unanimité en février 2025. Et nous ne reculons pas, bien au contraire. L'essaimage est maintenant opérationnel sur les territoires. Des bénévoles, les partenaires locaux mobilisés mettent en place des actions d'aller vers et réalisent des rendez-vous des droits à Longwy, à Jeuf, à Briey, à Faux, à Frouard. Sur le Lunévillois, les lieux sont choisis à Badonvillers, Ciré-sur-Vesouse et Blamont. Médiathèque, supérette, salle des fêtes, resto du cœur, marché, pour n'en citer que quelques-uns. Les actions d'aller vers démarrent. Avec vous pour vos droits continue à vivre sur le territoire du Grand Nancy, territoire de l'expérimentation nationale. Nous disposons d'ailleurs tout juste des résultats de l'évaluation externe qui viennent compléter l'évaluation menée selon le cahier des charges national. L'été nous permettra de la déployer sur les territoires d'essaimage et d'analyser les résultats sur l'ensemble du département. Nous serons alors en mesure de vous présenter un bilan complet, mais d'ores et déjà, nous pouvons dire que la méthode employée porte ses fruits. La co-construction et le temps nécessaire avec les premiers concernés, les habitants et les partenaires, le choix des territoires de vie, l'aller vers et les rendez-vous à 360 degrés sont les conditions pour renouer le lien avec les institutions et pouvoir recourir effectivement à ces droits. Les associations locales, les professionnels de notre administration, des CCAS, des organismes de protection sociale y trouvent non seulement du sens, mais aussi une efficacité renforcée, à la fois par le partenariat resserré par les actions d'aller vers, mais aussi par les droits ouverts, les aides aux démarches qui y sont réalisées et l'information qui y est donnée. Sur le territoire du Grand Nancy, ce sont 180 aides à l'ouverture des droits qui ont été réalisés. Mais il y a plus que cela. Les équipes d'aller vers jouent aussi un rôle de déblocage lorsqu'un droit est suspendu ou de médiation par des explications sur les refus. C'est très important. Autant de points qui permettent de sortir de l'incompréhension et du sentiment d'injustice. Autant d'éléments qui aident à l'accès aux droits. Mais nous reviendrons vers vous et vers l'ensemble des partenaires lorsque l'évaluation départementale sera finie, que nous pourrons, avec les comités de pilotage territoriaux, en tirer les enseignements pour la suite. Concernant l'interopérabilité des données pour TZNR, je partage votre avis. Cela nous paraît à tous un préalable évident à une expérimentation comme TZNR, mais nos partenariats anciens et la qualité avec la CAF de Meurthe-et-Moselle et les autres organismes de protection sociale nous ont permis d'être le premier territoire à avoir déployé son projet. L'expérimentation nationale nous permet, dans ce cadre des échanges de données sécurisés, comme en témoigne le ciblage avec la CARSAT des allocataires de plus de 62 ans pour sécuriser le passage du RSA à la retraite sur le territoire du Lunévillois.
Néanmoins, au niveau national, cet objectif d'harmonisation des échanges de données est travaillé par la communauté apprenante TZNR et nous sommes inscrits dans ce travail fort de notre expérience locale. Mais l'interopérabilité dans la perspective d'une allocation de solidarité unifiée n'est que l'un de nos points d'inquiétude et de vigilance. Nous vivons depuis quelques mois ce que donne une loi mal préparée, telle que la loi plein emploi, qui mobilise nos équipes pour des soucis justement d'interopérabilité. Cela n'a l'air que d'un souci technique, mais si nous ne voulons pas pénaliser les allocataires du RSA, nous sommes contraints de nous y plonger. C'est aussi un excellent moyen d'étouffer les départements sous des contraintes externes. Mais le cœur du problème avec l'ASU n'est pas là. Sur le principe d'une allocation unique, automatisée, qui ne diminue pas les aides actuelles, nous serions en plein accord. Mais ce n'est pas du tout la philosophie qui sous-tend l'allocation unifiée proposée par le gouvernement. Il ne s'agit pas de solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin, ni même une simplification de l'accès aux droits malgré l'affichage. Il s'agit bien de faire des économies sur ceux qui ont le plus besoin de la solidarité nationale. Sinon, comment expliquer que le revenu social de référence soit envisagé par le gouvernement comme devant régir également les aides extralégales et facultatives des communes? Comment expliquer que l'on veuille intégrer les allocations logement aux allocations RSA et à la prime d'activité? Ces aides visent à garantir un logement décent avec des critères de ressources distincts. Les aligner sur ceux du RSA ou de la prime d'activité aggravera la pauvreté des familles, alors que les expulsions locatives ont bondi de 60% entre 2023 et 2025. Si le gouvernement veut réellement que le travail soit plus rémunérateur, alors attelons-nous à supprimer les contrats précaires, peu rémunérateurs, à temps partiel subi, qui concernent les personnes les plus vulnérables. Une personne pauvre sur 4 travaille. Cela ne résoudra pas la précarité professionnelle. Plutôt que de nous focaliser sur l'accès à l'emploi en flexibilisant le marché du travail et en rendant les personnes responsables, renforçons les moyens alloués aux politiques de transition vers le travail, comme le cumul RSA revenu d'activité. Renforçons les dispositifs de formation pour les demandeurs d'emploi, les allocataires du RSA, au lieu de les fragiliser comme le font l'État et la région. Je le répète encore, la pauvreté n'est pas un choix. C'est précisément elle qui éloigne de l'emploi et de l'insertion sociale. C'est encore et toujours cette petite musique de l'assistanat, celle-là même qui crée du non-recours. Elle a beau se cacher sous les discours du gouvernement de dématérialisation et de simplification, elle crée toujours plus d'exclusion et de pauvreté. C'est la même chose pour ce que vous qualifiez de chasse aux fraudeurs. Alors oui, nous ne sommes pas naïfs, la fraude existe partout, dans toutes les catégories de la société, mais il s'agit de ne pas la fantasmer. Nous veillons à trouver le juste équilibre. Le RSA, ce sont des droits et aussi des devoirs. Nous veillons à la bonne application des deux. Et nous agissons en responsabilité avec l'argent public confié. Nous avons fait le choix de déléguer à la CAF les contrôles. Ils sont ciblés, sur pièce, sur place, fondés sur les signalements et sur l'exploration des données. En 2024, près de la moitié des allocataires ont été contrôlés. Je répète, près de la moitié des allocataires ont été contrôlés. Le taux de fraude reste stable et il est cohérent avec les autres contrôles réalisés par la CAF sur ses propres prestations. Il est de 2%. Pour alimenter une vision stigmatisante des allocataires, certains départements affichent un fort taux de fraude en y ajoutant les erreurs. Nous n'avons pas fait ce choix. Nous ne pénalisons pas les erreurs involontaires, car la réglementation est complexe et le RSA est avant tout un outil de lutte contre la pauvreté. Nous usons de pédagogie avec les allocataires concernés, rappelant les droits et les devoirs, et au cas par cas, ils sont traités en indus ou parfois en remise de dette. Je vous rappellerai aussi que la branche famille est celle qui a le plus fort taux de recouvrement des indus et fraudes. À titre d'exemple, en 2024, elle a recouvré 2,5 fois plus que l'URSSAF,
alors même que la fraude à l'URSSAF est estimée à 6,91 milliards d'euros, plus de la moitié de la fraude sociale. Alors, si nous voulons de la justice sociale, il conviendrait d'user d'autant de rigueur et de contrôle pour tous. Il est toujours plus simple de s'attaquer à ceux qui n'ont rien. Mais soyons clairs, nous parlons ici de 1,54 milliard d'euros de fraude au RSA au niveau national. Que dire déjà des 70 millions que l'État nous doit de reste à charge pour le RSA pour l'année à venir? C'est aussi cela la justice sociale, car ces 18 millions sont autant d'actions et de politiques publiques que nous ne menons pas et qui démultiplieraient nos efforts. Et que dire, bien sûr, de la fraude fiscale, estimée entre 60 à 100 milliards d'euros. C'est bien là que réside l'injustice.